Il y a 10 ans jour pour jour, la mort se rappelait aux mauvais souvenirs de la Formule 1 en embarquant l'un de ses talents les plus bruts. Rapide, promis à un destin exceptionnel habillé en rouge, Jules Bianchi est celui qui a malheureusement été emporté par le destin le 17 juillet 2015, et aujourd'hui nous allons revenir sur son histoire. Jules Bianchi est né le 3 août 1989 à Nice et il est issu d'une famille où le sport auto coule dans les veines puisque son grand-père, Mauro Bianchi, était un pilote automobile. Il a fait de l'endurance, de la Formule 3, de la F2. Il aurait dû faire de la F1 si Renault n'avait pas posé son veto à sa participation en Grand Prix. Mais il est aussi le petit-neveu de Lucien Bianchi, qui a couru 17 Grands Prix de Formule 1 entre 1960 et 1968 pour un total de 6 points, dont un podium au Grand Prix de Monaco 1968, mais également une victoire aux 24 heures du Mans en 1968 avec Pedro Rodriguez comme équipier. Malheureusement, Lucien Bianchi s'est tué au volant d'une Alfa Romeo lors d'essais préliminaires aux 24 heures du Mans en 1969, ce qui a également mis un terme à la carrière de son grand frère Mauro, qui, ayant vu son petit frère décéder au volant d'une voiture, a décidé qu'il ne piloterait plus jamais. Et le virus du sport auto touche très vite le petit Jules qui, à l'âge de 3 ans et demi, demande à ses parents d'essayer le kart sur un circuit près d'Antibes et il s'adapte plutôt rapidement à ces machines. Pour un gamin de 3 ans et demi, c'est plutôt remarquable. Et puis à la fin des années 90, le jeune Jules roule très régulièrement sur les circuits des Trois-Lacs dans le Var qui appartient à ses parents. Et puis lorsque la famille déménagera à Brignoles, il roulera sur le circuit de Brignoles qui appartient aussi à ses parents. Ça aide évidemment pour progresser quand le circuit appartient à ses parents. Mais le jeune Jules, c'est pas parce que le circuit appartient à ses parents qu'il a du talent. Non, le talent, c'est soit on l'a pas, et lui il l'a. Et à l'âge de 11 ans, Jules rencontre Michael Schumacher qui vient faire une visite au circuit de ses parents et Jules a l'honneur de rouler avec le champion du monde allemand. Ça doit marquer quand on a 11 ans et qu'on a le champion du monde de Formule 1 qui vient rouler avec toi sur le circuit de tes parents. Ça doit être une expérience exceptionnelle et Jules l'a vécu. En 1999, à l'âge de 10 ans, Jules roule pour la première fois en championnat karting, mais son matériel inférieur aux autres fait que, il n'arrive pas à jouer les avant-postes, mais ça ne le décourage pas, au contraire, ça le motive, et en 2004, Jules, à force d'avoir montré son talent, a pu avoir un matériel de mieux en mieux, et décroche le titre de champion de France junior, et le titre de vice-champion d'Europe junior. Et après son titre de champion de France en 2004, Jules arrête l'école en classe de 3e. Il explique qu'il est déjà pro en karting, que les profs l'aident pas. Il a raconté une anecdote où il disait que quand il partait une semaine pour une course et qu'il y avait un contrôle et qu'il le loupait, les profs, plutôt que de lui faire rattraper, lui mettaient directement 0. Donc bon, ça aide pas nécessairement à aimer l'école, mais Jules est doué derrière un volant et il le prouve en 2005 en remportant le championnat Asie-Pacifique. En 2006, il termine vice-champion du monde de la Coupe du monde de karting et ses performances poussent Nicolas Todt, à l'époque manager de Felipe Massa chez Ferrari en Formule 1, à devenir son manager. Il a alors 17 ans. En 2007, Jules démarre la monoplace en devenant champion de France de Formule Renault. C'est le plus jeune champion de France de Formule Renault de l'histoire, avec 5 victoires en 13 courses, et c'est le premier rookie à devenir champion de France de Formule Renault depuis Alain Prost. Ça vous pose un peu le talent du bonhomme. En 2008, Jules est engagé en Formule 3 Euro Series chez Art, une écurie co-dirigée par Nicolas Todt. Tiens. Et Jules a pour coéquipier un certain Nico Hülkenberg qui sera champion cette année-là. Jules, quant à lui, va remporter 3 victoires, une hors championnat à Zolder, sa première, et puis 2 autres sur les circuits Bugatti. Et à Hockenheim, il termine 3e du championnat et meilleur rookie. En 2009, Jules poursuit en Formule 3 Euro Series et est rejoint chez Art par un certain Valtteri Bottas. Oui, mais cette année-là, Jules est juste trop fort pour la concurrence puisqu'il va aller remporter 9 victoires en 20 courses et être sacré champion de F3 Euro Series, lui offrant ainsi un siège en GP2 l'année suivante chez Art Grand Prix toujours. À l'été 2009, il y avait eu des rumeurs comme quoi Jules Bianchi pourrait remplacer Luca Badoer chez Ferrari, remplaçant lui-même de Felipe Massa, gravement blessé à la tête après son accident au Grand Prix de Hongrie. Parce que oui, Felipe Massa, Nicolas Todt, Jules Bianchi, vous voyez la connexion? Bon, ça ne se fera pas.
mais Jules participera à des essais privés sur le circuit de Jerez, des tests jeunes pilotes au volant de la Ferrari de 2009. C'est sa première expérience au volant d'une Formule 1 et Jules se débrouille plutôt bien, tellement bien qu'il devient le premier pilote à intégrer la Ferrari Driver Academy. À l'hiver 2010, Jules participe à la GP2 Asia Series et tout de suite, il est très rapide puisque malgré le fait qu'il ait manqué un quart du championnat, il va signer un podium et une pole et terminer 12e de ce championnat. Voilà, c'est le championnat hivernal de la GP2. Pas tous les pilotes y participent, mais voilà, ça montre une adaptation très rapide du jeune français. Le début de saison de GP2 de Jules se passe plutôt bien puisqu'il va signer 2 pôles et 2 podiums. Ouais, quand il n'est pas sur le podium, il en est plutôt proche, mais la série va s'arrêter après un gros accident sur le Hungaroring où il se fracture une vertèbre. Voilà, c'est pas l'idéal. Heureusement pour lui, après le Grand Prix de Hongrie, c'est le summer break, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de course avant un mois, et il est déclaré apte à participer à la course de Spa-Francorchamps. Donc voilà, il n'aura manqué aucune course, il ne signera cependant pas de victoire cette année-là, 4 podiums, et il termine 3e du championnat, meilleur rookie. Le 11 novembre 2010, la Scuderia Ferrari annonce qu'elle a engagé Jules Bianchi en tant que pilote essayeur, voilà, poste prestigieux, au sein de l'équipe la plus prestigieuse du paddock, et Jules participe aux essais jeunes pilotes, voilà, après le Grand Prix d'Abu Dhabi au volant de la Ferrari de 2010. Toujours chez Hart en 2011, il commence sa saison en GP2 Asia Series et il remporte sa première victoire à Abu Dhabi, un championnat qui ne compte que 2 week-ends de course, donc 4 courses effectives au lieu des 3 prévues au départ. Il y avait Abu Dhabi, Bahreïn et Imola, mais voilà, en raison des printemps arabes, la course à Bahreïn a été annulée. Il y aura donc que 2 manches, voilà, Abu Dhabi et Imola, et il termine vice-champion derrière Romain Grosjean, mais il a signé sa première victoire et ça peut peut-être le mettre en confiance pour la saison de GP2 qui arrive. Son meilleur week-end cette année-là sera celui de Silverstone où Jules va décrocher la pole et la victoire en course principale. Il terminera 3e du championnat derrière Romain Grosjean et Luca Filippi. En septembre 2011, Ferrari confronte ces 2 pilotes de la Ferrari Driver Academy, Jules Bianchi et Sergio Pérez lors d'un test drive à Fiorano, et Jules bat Pérez de plus de 4 dixièmes. Voilà, bon, il a eu 24 tours de plus, mais 4 dixièmes sur un petit circuit comme Fiorano, c'est excellent, voilà. Il participe également en novembre au test jeune pilote à Abu Dhabi et termine 2e derrière Jean-Éric Vergne qui pilotait la Red Bull. En janvier 2012, Jules est signé comme 3e pilote chez Force India et durant la saison 2012, il va participer à 9 séances d'essais libres avec l'écurie indienne. Voilà, ça montre qu'il y a une grande confiance et ses chronos sont assez proches des pilotes titulaires que sont Nico Hülkenberg et Paul Di Resta. Fini le GP2 pour Jules en 2012, il va rouler en Formule Renault 3.5 avec Tech One Racing et il va terminer vice-champion du monde de la catégorie. Une saison qui va quand même laisser un goût assez amer aux Français puisque avant le dernier meeting à Barcelone, il est en tête du championnat et signe la pole. Mais voilà, il termine 7e de la première course et c'est son adversaire Robin Fritsch qui prend la tête du championnat avant la dernière course. Et lors de cette dernière course, Jules reprend virtuellement les rênes du championnat avant de se faire pousser par le Néerlandais. Le Néerlandais qui prendra une pénalité, mais une pénalité qui ne le privera pas du titre. Et voilà, Jules est la mauvaise de s'être fait pousser par son adversaire au championnat, qui prend une pénalité qui au final ne change rien à un résultat qui est un peu malhonnête. Voilà, Jules pense qu'il aurait dû gagner ce titre. Et quand on voit la manœuvre du Néerlandais, on se dit que voilà, Michael Schumacher a inspiré pas mal de gens. En septembre de la même année, Jules participe à nouveau à des tests jeunes pilotes sur 3 jours où il va rouler la Ferrari, la Force India, puis à nouveau la Ferrari. Et à la fin des 3 journées, il a mis 1 seconde à tous ses adversaires sur le circuit de Manicourt. Voilà, en ayant piloté 2 voitures, je tiens à préciser. En 2013, alors que Nico Hülkenberg quitte Force India pour Sauber, on se dit que Jules Bianchi va être titularisé aux côtés de Paul Di Resta. Ferrari pousse, Nicolas Todd pousse, mais le propriétaire de l'écurie indienne titularise finalement Adrian Sutil aux côtés de Paul Di Resta, jugé plus expérimenté. C'est vrai, mais c'est très très dur pour Jules qui disait qu'il n'avait plus rien à apprendre du poste de 3e pilote. Mais heureusement, sauvetage de dernière minute de Nicolas Todd, puisque
on lui trouve une place chez Marussia. Alors, en termes de performance, c'est vrai que Marussia, Force India, c'est pas du tout le même niveau de performance. Mais voilà, le Brésilien Luis Razia, qui avait été titularisé chez Marussia, et ses sponsors, ils n'ont pas payé. Donc, ça dégage. Et c'est Jules Bianchi qui prend sa place. Il va débuter sa première saison de Formule 1. L'objectif de Jules pour cette saison 2013 est très clair, battre son coéquipier Max Chilton et les Caterham de Guido van der Garde et Charles Pic. Et dès la première course, Jules montre toute l'étendue de son talent. 19e en qualification et il termine 15e à un tour de Kimi Raikkonen, devançant son coéquipier et les Caterham. Objectif rempli dans une voiture qu'il connaît à peine. En qualification en Malaisie, le Français surprend tout le monde. Une nouvelle fois 19e, certes, mais avec sa voiture, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais il a plus d'1 seconde d'avance sur le 20e et n'est qu'à 2 dixièmes de la Williams de Valtteri Bottas. Et ça c'est très fort. Et il va confirmer en course en terminant 13e. Voilà, ce gamin a du talent. Le reste de la saison est un peu plus compliqué pour Jules, qui devance toujours néanmoins extrêmement régulièrement et la plupart du temps, voire même tout le temps, quasiment à quelques rares exceptions, son coéquipier Max Chilton, mais il va se rappeler au bon souvenir de tout le monde lors du Grand Prix de Belgique, où en Q1, alors que la piste est encore un peu humide, Jules prend le pari de mettre des pneus slick. Un pari qui va payer puisqu'il va se qualifier en 11e position et donc passer en Q2. Il se qualifiera finalement 15e derrière Guido van der Garde mais devant son coéquipier. En Inde, en qualification, Jules bat les 2 Caterham et son coéquipier pour la première fois depuis le Grand Prix de Chine qui était la 3e manche du championnat. Donc ça remonte un petit peu mais Jules est toujours le meilleur pilote des 3. Et sa 13e place du Grand Prix de Malaisie va permettre à Marussia de tenir la 10e place du championnat qui était l'objectif de la saison, réalisé grâce aux Français qui terminent 19e de ce championnat quand son coéquipier Chilton termine dernier, 23e. En 2014, nouvelle réglementation et nouveau moteur pour Marussia qui sera équipé du V6 Ferrari et non pas du V8 Cosworth. Voilà, c'est un pas en avant pour l'équipe et certains pilotes estiment qu'il faudra surveiller l'équipe qui selon eux a beaucoup progressé, notamment un certain Jenson Button, champion du monde 2009. L'Australie est cependant une course cauchemar pour le Français, devancé par son coéquipier en qualification en raison de coupures électroniques. Il termine non classé, voilà, à 6 tours non classé, une cata, et en Malaisie ça ne se présente pas mieux puisqu'il souffre d'une grosse angine, il est cloué au lit pendant 4 jours, mais en qualification il parvient tout de même à aller claquer 1 seconde 7 sur son coéquipier. Soit il y en a un qui est très fort, soit il y en a un qui est très nul. En course, malheureusement, et alors qu'il est auteur d'un bon départ, il est touché par Vergne à l'arrière gauche, il crève, ne peut plus freiner et va aller percuter Pastor Maldonado. Il écope d'un stop and go et finira par abandonner alors qu'il ne se sentait vraiment pas responsable et même Jean-Éric Vergne prendra la responsabilité de l'accident. Voilà, une pénalité injuste. Et de toute façon une course qui était ruinée même sans la pénalité. À Bahreïn, une course une nouvelle fois marquée par un accrochage, cette fois-ci avec Adrian Sutil. Jules accusera Sutil d'être responsable de l'accrochage, mais les commissaires pensent que c'est lui et lui infligent un drive-through. Et en vrai, cette fois, Jules était difficilement défendable quand même. C'est vrai que Sutil referme un peu tôt, mais bon, t'étais derrière et t'étais quand même assez loin. Là, c'est plus la mauvaise foi du pilote qui parle, il termine 16e et avant-dernier de ce Grand Prix. En Chine, alors qu'il se qualifie 19e à 66 millième de Kobayashi, il va se battre avec le japonais pendant toute la course. Le japonais qui va le doubler à 2 tours de l'arrivée, mais la chance de Jules, c'est que le drapeau à damier a été abaissé par erreur au 55e tour au lieu du 56e et la FIA a décidé de geler les classements 2 tours avant l'arrivée, ce qui fait que le dépassement de Kobayashi n'est pas comptabilisé. Voilà, ça c'est une chance inouïe. Il termine donc cette course 17e devant le japonais. À Barcelone, on lui fixe comme objectif d'être dans le rythme des Sauber. Ambitieux, très ambitieux, un rythme qu'il ne parviendra malheureusement pas à suivre, concédant entre 3 dixièmes et 1 seconde au tour au Sauber, donc voilà, sur un circuit de 66 tours, autant vous dire que la facture est plutôt salée, il termine 18e, mais il est plutôt confiant pour le Grand Prix de Monaco, où il pense qu'il est capable de battre les Sauber.
À Monaco, il se qualifie 19e devant les Caterham et son coéquipier, mais pense qu'il aurait pu passer en Q2 s'il n'avait pas été gêné durant son dernier tour. Voilà, il a l'ambition, il a la vision et sa course va être légendaire. Et la course, ça va être du n'importe quoi pour le midfield à Monaco. Jules, déjà, est rétrogradé 21e sur la grille puisqu'il a changé sa boîte de vitesse. Et il va encore se prendre une pénalité après le départ parce que voilà, Pastor Maldonado ne prend pas part au Grand Prix en raison d'un problème sur sa Lotus et Jules, Chilton et Gutiérrez sont perturbés, ne se placent pas au bon emplacement sur la grille. Stop and go de 5 secondes, enfin voilà, ça part très mal pour Jules. Jules est 16e à la fin du premier tour et il va profiter du ribambelle d'abandon devant lui pour se retrouver à la 10e place au 60e tour. A noter qu'il n'y a pas que des abandons puisqu'il a aussi fait un dépassement magnifique sur Kamui Kobayashi à la rascasse. Il prend l'intérieur, bourre un peu le japonais et passe en 13e position à ce moment-là. Et ensuite devant, il va y avoir l'accrochage entre Kimi Raikkonen et Kevin Magnussen. Jules Bianchi est 8e et franchit la ligne d'arrivée à cette place. 8e, magnifique. Les premiers points de l'écurie Marussia. Mais 8e, voilà, la chance ne lui sourit pas une nouvelle fois puisque il a effectué sa pénalité de stop and go de 5 secondes pendant son arrêt au stand sous safety car, sauf que visiblement il n'avait pas le droit de faire ces 5 secondes sous safety car. Il est donc pénalisé de 5 secondes à l'arrivée du Grand Prix, une pénalité qui le place en 9e position. Toujours dans les points, voilà, donc exceptionnel pour une écurie du fond de grille, mais ça aurait dû être 8e, pas 9e, voilà, il a manqué de chance, mais le monde reconnaît son talent, voilà, le monde de la Formule 1 reconnaît que c'est un pilote exceptionnel. Au Canada, malheureusement, alors qu'il était encore sur la lancée de son magnifique Grand Prix de Monaco, il est percuté par Chilton au premier tour et abandonne, voilà. Bon, il a toujours ses points, hein, ça personne ne lui enlèvera, mais voilà, il espérait profiter de la dynamique et pensait qu'il y avait un beau résultat à faire à Montréal. À Silverstone, nouvel exploit du Français dans des qualifications qui se déroulent dans des conditions humides et changeantes. Jules va signer le 4e temps de la Q1. Dans une Marussia. Exceptionnel. En course, il est 10e au moment du drapeau rouge du premier tour, mais se fera logiquement doubler par tous ceux plus rapides piégés en Q1 la veille et terminera 14e de ce Grand Prix. Quelques jours plus tard, sur le même circuit, lors d'essais privés, Jules participe à la première session avec sa Marussia. Il termine 5e et lors de la deuxième session le lendemain, il prend la place de Kimi Raikkonen dans la Ferrari et termine en tête. Voilà. À Hockenheim, il se qualifie en 18e position devançant les Caterham, son coéquipier et la Lotus de Pastor Maldonado en course. Alors qu'il cale au départ, il parvient tout de même à retrouver un excellent rythme, à doubler son coéquipier Kobayashi et à terminer 15e de la course. En Hongrie, Jules se qualifie une nouvelle fois en Q2, éliminant au passage la Ferrari de Kimi Raikkonen. Il se qualifie 16e et dans une course complètement folle, alors qu'il pense pouvoir aller chercher les Sauber, il est percuté par Pastor Maldonado, va terminer avant-dernier de la course, 15e. Voilà, malheureusement, il pense qu'il y avait un autre gros résultat à aller chercher et voilà, ça ne se concrétise pas. Mais une nouvelle Q2, voilà, ça montre que la Marussia progresse et que Jules est parfaitement à sa place en Formule 1. À Spa, nouvelle Q2 pour le Français devant Hülkenberg, Maldonado et Gutiérrez. En course, malheureusement, sa boîte de vitesse casse, mais Jules, voilà, il mérite mieux qu'une Marussia, il mérite mieux. Monza et Singapour ne sont pas des bonnes courses pour Jules, ou en tout cas des courses entre guillemets assez normales, rien d'exceptionnel. On se retrouve à Suzuka avec une excellente nouvelle pour Jules avant le Grand Prix. À la qualification, Jules va signer un contrat d'une saison chez Sauber pour 2015, voilà. Enfin, le Français est dans une écurie qui joue le midfield, peut jouer les points de temps en temps et pas sur un exploit comme sa Marussia. Il va aller pouvoir montrer tout son talent dans cette équipe en 2015.
À Suzuka, les organisateurs sont assez pessimistes sur la tenue du Grand Prix en raison d'un typhon qui frappe l'archipel japonais. On parle de décaler la course au samedi après-midi, au dimanche matin, mais finalement les météorologues disent le plus gros est passé. Dimanche, il va pleuvoir, mais ça devrait aller pour la course. Entre guillemets, il va pleuvoir, mais ça sera pas non plus des pluies exceptionnelles. La course va effectivement se dérouler sous la pluie, mais une pluie battante. Voilà, elle est interrompue au bout de 5 tours, parce que après 4 tours sous safety car, on se rend compte que c'est pas praticable. On attend que la pluie se calme, et lorsqu'elle se calme, les chevaux sont lâchés. Et la course se déroule à peu près normalement. Voilà, une course sous la pluie, mais ça se gère avant que la pluie redouble d'intensité. Aux alentours du 40e tour, plusieurs pilotes réclament un safety car, dont Felipe Massa, et Adrian Sutil va aller se sortir dans la courbe Dunlop. Bianchi domine alors assez largement les Caterham et son coéquipier lorsqu'il va commettre une erreur dans la courbe Dunlop au même endroit qu'Adrian Sutil, et c'est là que le drame va se produire pour le Français. Alors qu'une grue a été déployée dans les graviers pour sortir la monoplace d'Adrian Sutil de ces derniers, Jules traverse le bac à gravier à très haute vitesse et va aller percuter la grue, passant dessous, la soulevant. L'accident est effroyable et la course est arrêtée au drapeau rouge. Et c'est tellement le bordel que personne ne sait ce qu'il se passe. Tous les pilotes rentrent au stand sauf un, le Français, et personne ne sait où il est. Il y a juste un point qui indique la voiture de Bianchi arrêtée au même endroit que celle d'Adrian Sutil. Il ne répond pas à son écurie à la radio, il ne répond pas aux commissaires de piste qui viennent le secourir, et le seul qui sait réellement ce qui s'est passé, c'est Adrian Sutil. La confusion règne dans les stands, personne ne sait ce qu'il se passe réellement, et quand Adrian Sutil revient au paddock, on le voit extrêmement secoué et choqué de ce qu'il vient de voir. On indique aux pilotes que la course ne repartira pas et on informe les pilotes de l'état de santé de Jules Bianchi qui est visiblement très grave. Sur le podium, Hamilton, Rosberg et Vettel ne célèbrent pas la course. Voilà, on comprend alors que quelque chose de grave se passe en coulisses. Jules est transporté par ambulance et non par hélicoptère à l'hôpital le plus proche, oui, parce que la météo ne permet pas à l'hélicoptère de voler. Le transport aurait été beaucoup plus rapide en hélicoptère, mais c'est pas possible. Jules est transporté donc en ambulance et voilà, Sutil explique à la presse de manière très, voilà, on sent qu'il est très choqué que Jules a percuté l'engin de la grue, quoi. Il a percuté l'engin de levage. Arrivé à l'hôpital dans un état critique, il est opéré d'un hématome au cerveau et est inconscient. Il est placé dans le coma. Après l'opération, Jules souffre d'une lésion axonale diffuse. Voilà, il est dans un état critique mais stable. Je ne sais pas ce qu'est une lésion axonale diffuse. Si certains dans les commentaires peuvent nous éclairer sur la nature de cette blessure, voilà, ce serait bienvenu. Et suite à l'accident, les critiques fusent envers la FIA. Patrick Tambay et Olivier Panis pointent du doigt la grue sur le circuit, tandis que une vidéo amateur sort sur YouTube dans laquelle on voit l'accident de Jules. On voit la grue qui recule pour évacuer la voiture d'Adrian Sutil et Jules qui percute la grue par l'arrière. Et sur cette vidéo, on voit un autre élément assez troublant, un commissaire qui agite un drapeau vert alors que la grue est encore sur le circuit. Un document de la FIA sorti en octobre 2014 indique que Jules a perdu sa monoplace à 212 km/h et a subi un impact de 92 G au moment où il a frappé la grue, mais la FIA indique également que les capteurs placés dans les oreilles des pilotes pour les impacts en G ont été perdus au moment de l'impact avec la grue. Donc voilà, il n'y a pas le choc quand il s'encasse, c'est vraiment juste, c'est la première touchette qui est déjà à 92 G. Des calculs réalisés plus tard montreront que Jules a en réalité subi un impact de 254 G. Voilà, c'est énorme et on comprend pourquoi le cerveau n'a pas résisté. Il a frappé la grue à 123 km/h, 2 secondes 61 après sa sortie de piste et dans un angle de 55 degrés. Le commissaire de la FIA, voilà, a expliqué que c'était comme si on prenait une voiture comme ça, qu'on la jetait et que le sol était 48 mètres plus bas en termes de violence d'impact.
Ça vous pose un peu la violence de l'accident. Le 13 octobre 2014, quelques semaines après l'accident, la famille de Jules indique que son état est désespéré et que les médecins jugent que sa survie est déjà un miracle. Voilà, il est toujours dans le coma et on attend, on espère ce fameux miracle. En novembre 2014, alors qu'il est toujours inconscient, Jules est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été placé et parvient à respirer sans son respirateur artificiel. Il sera transféré à l'hôpital de Nice le 19 novembre, placé en unité de soins intensifs, puis le 30 décembre en service de rééducation. On se dit alors qu'il y a de l'espoir. Malheureusement, le miracle attendu ne se produira jamais et le 17 juillet 2015, la nouvelle que tout le monde redoutait finit par tomber. Jules Bianchi est décédé à l'hôpital de Nice. Tous les pilotes s'accordent à dire que son talent brut, une fois poli, lui aurait permis de piloter pour la Scuderia Ferrari, mais Jules va poursuivre sa destinée à travers un autre pilote. Un pilote dont il était le mentor, Charles Leclerc, oui, puisque Lorenzo Leclerc, le grand frère de Charles, était le meilleur ami de Jules et Jules le mentor de Charles. Charles qui est aujourd'hui l'un des meilleurs pilotes de la grille au volant de la Ferrari. Jules Bianchi est inhumé au cimetière de Monaco et Sébastien Vettel lui dédiera sa victoire au Grand Prix de Hongrie le week-end suivant son enterrement. C'est magnifique que pilote Ferrari gagne après le décès de Jules, qui était un pilote de la Ferrari Driver Academy, qui aurait roulé chez Ferrari dans les années à suivre. Voilà, la symbolique est magnifique. Son accident contribuera à la mise en place du halo qui a depuis sauvé probablement la vie de Romain Grosjean et évité des blessures très graves, voire même la mort à certains pilotes comme Lewis Hamilton ou Charles Leclerc. Voilà, il faut toujours un décès pour faire des avancées dans le sport auto en espérant que le décès de Jules Bianchi, qui était le premier depuis Ayrton Senna, soit le dernier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à la commenter, à la partager, à vous abonner à mon TikTok et à mon Insta qui seront dans la description. C'était pas la plus joyeuse des vidéos, mais c'est une vidéo que je voulais faire parce que, voilà, pilote français, Jules Bianchi, il aurait dû piloter chez Ferrari et aurait dû avoir une chance d'être champion du monde. C'est pour ça que cette vidéo est ici pour lui rendre hommage. Le ton n'est pas aussi joyeux que d'habitude, je le sais, mais j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.